Bon, alors, il s'agit donc bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on crée un composant? Pourquoi est-ce qu'on commence par créer un composant? Ah, parce qu'il y a un assemblage à faire. Voilà. Il y a plusieurs pièces, donc à partir du moment où il y a plusieurs pièces qui vont s'assembler ensemble, on va commencer par créer un composant. Donc, clic droit en haut de l'arborescence, New Component. OK. Dans ce premier component, donc on pourrait l'appeler, on pourrait la renommer lunette. Donc, maintenant il faut s'assurer que ce component il est bien activé. Et pour être sûr qu'il est activé, il faut qu'il y ait cette bulle qui est cochée là. Si, enfin, si je voulais sauvegarder, si je voulais faire des actions qui soient sauvegardées dans la totalité de mon assemblage, il faudrait que je sélectionne ça. Là, en l'occurrence, il faut bien que je sélectionne la partie lunette. Parce que je veux que l'historique de cette lunette soit identifié et se rapproche que je puisse accéder à l'historique de uniquement cette lunette quand je sélectionne ça. On va d'ailleurs sauvegarder ce design. On va l'appeler lunette. On va l'appeler Canon. Je vais mettre ça dans formation Michel. Donc là, je vais créer un sketch. Alors, il y a évidemment plein de façons de faire. Il y a évidemment une infinité de façons de faire. Là, on va considérer qu'on reproduit uniquement la partie fonctionnelle, c'est-à-dire là où il y a des mesures, et là où les mesures sont importantes. Donc, on va mettre un cercle, on va mettre une ligne de 50. Un cercle. Alors, c'est là que c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs options pour dessiner un cercle. Donc, Create Circle, et on peut choisir plusieurs façons de dessiner un cercle. Ici, c'est Two Point Circle qui nous intéresse, parce que ça va être beaucoup plus pratique comme ça. Et la valeur que je dois mettre, c'est 25. Alors, juste concernant les contraintes. Là, on a bien un cercle qui est accroché à l'origine. Ce que je veux, c'est que le centre de ce cercle soit aligné à la ligne horizontale, à l'axe X. Donc je vais, pour ça, utiliser la contrainte horizontale. J'ai déjà sélectionné mon point, le centre du cercle. Ça se voit parce qu'il est bleu. Et j'aligne ça avec l'origine. De l'autre côté, on va faire pareil. Donc Create Circle. Mais on va faire un Two Point Circle et non un cercle en partant du centre. C'est plus pratique de procéder comme ça, en tout cas dans ce cas de figure. Et là, c'est 17. Ensuite, on a 3 mm d'épaisseur. Alors là, on pourrait faire comment? Attends, juste Fusion qui s'est ouvert. Comment? Alors, non, parce que j'avais Fusion qui s'était ouvert. Là, c'était pour les 3 mm. Attends, excuse-moi, j'ai un appel. Oui, allô? Il n'est pas disponible, désolé. Bonne journée, au revoir. Alors, 17. Alors oui, donc on a 3 mm de plus que le 25 au milieu. Donc comment on peut faire?
C'était pas en utilisant l'option décalage. C'est ça, en fait, on pourrait utiliser décalage. On pourrait utiliser décalage. Je crois que ce que j'avais montré à l'origine, c'était autre chose. C'était un autre cercle. C'était, je crois que oui, t'avais fait un autre cercle avec +3 à rajouter. Mais c'est vrai qu'on pourrait utiliser décalage. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Bon, ouais, on va changer un peu. On va utiliser décalage. Bah, offset, du coup. Et donc là, je mets une valeur de 3. Et là, ça évite de se planter, parce que ce que j'avais fait avec le cercle, alors, on va ouvrir les deux, c'est que quand on part d'un cercle, on fait 17 plus 3. Et là, en fait, c'est pas la bonne valeur, parce que quand on met plus 3, en fait, on rajoute un diamètre de... On rajoute plus 3 au diamètre. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est rajouter un plus 3 au rayon. Donc il fallait faire plus 3 fois 2. Bon. Et juste comment t'as rajouté le 3 à gauche, c'est avec l'option décalage, j'ai pas vu. Ce 3-là, c'est avec l'option décalage. Ouais, tu veux que je le refasse? Ok, ok. Non, non, c'est ce que j'avais pas vu, que c'est juste ça, mais non, c'est bon. Donc offset, le raccourci c'est O. Ouais, offset. Donc O, je clique sur le cercle, et là je mets la valeur. Ok. Ensuite, on va relier tout ça avec une ligne, tout simplement. Donc on va la tracer, hop. On va s'assurer quand même qu'il y a une coïncidence ici. Donc là, c'est bien le cas. Et on va maintenant sélectionner cette ligne et dire qu'on veut qu'elle soit tangente avec ce cercle. De l'autre côté, pareil. Et là, quand on regarde, on remarque qu'on a un sketch qui est bien entièrement contraint. Il me manque quelque chose ici. C'est... non, alors, toujours pas de finish sketch. Je dois couper ici, donc create rectangle, 3-point rectangle. Alors, il y a également certainement d'autres méthodes pour faire ça. Mais, quand je regarde ici le dessin, donc là j'ai 18 mm qui séparent les deux exactement au milieu entre le haut et le bas de la pièce, donc de l'opposé de cette pièce. Donc là, comme on n'a qu'une moitié, on va faire 18 divisé par 2. Ce qui nous donne 9. Et on va pouvoir du coup couper cette partie-là. De l'autre côté, il faut juste rajouter une ligne horizontale. Ça. Sauf que ça... Alors, sauf que les deux points doivent être horizontales par rapport à l'origine. Ce qui est un peu bizarre quand on parle d'un point, mais ça marche. Et donc là, voilà, on a un sketch entièrement contraint avec tout ce qu'il faut. Je pense que c'est bon. Il ne reste plus qu'à l'extruder. Extruder les bonnes parties du sketch. Et la valeur, là, c'est 40. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, il faut créer un perçage au milieu. Pour ça, on va faire un nouveau sketch exactement sur le bas de la pièce. Créer un cercle. Sauf que si je crée mon cercle comme ça, je vais avoir du mal à le centrer. Donc le mieux, c'est de prendre une ligne. De passer cette ligne en mode construction avec le raccourci X ou en cliquant ici sur Line Type Construction. Et ici, on va placer... comment on va pouvoir faire? Ici, je peux dessiner donc par ailleurs un cercle de 7 mm. Et le point ici, je vais lui dire qu'il doit être au midpoint de cette ligne.
C'est là que les contraintes sont pratiques. Comme ça, je sais qu'il va toujours être centré, ce cercle. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que j'avais fait dans la démo. Je me rappelle plus du tout. Vous avez peut-être fait deux lignes qui font une croix, qui forment une croix, et du coup, je la place au milieu de la croix. Je sais plus, je crois que je m'en rappelle plus. Bon, dans tous les cas, ça marche. On va terminer ça. Donc là, c'est tout ce que j'avais à faire sur ce sketch-là. Je suis bien à plat parce que je n'ai pas construit mon cercle sur la partie en pente. Et je vais extruder ce cercle. Je prends ça et je tire vers le haut. Alors, il y a des options quand même intéressantes dans l'extrude. Ici, au lieu de tirer un peu de façon arbitraire jusqu'à une valeur qui est de 75, je vais pouvoir dire que l'extent type va être de type toObject. Et du coup, je vais creuser tout ce que je croise jusqu'à l'endroit que je sélectionne. Et je trouve ça mieux parce que ça veut dire qu'on pourrait augmenter indéfiniment la taille de cette lunette et ce sera toujours percé jusqu'au bout. Alors que si je m'étais arrêté à une valeur arbitraire de 10 ou 15 ou 30, au bout d'un moment, l'extrusion s'arrêterait. Là, ça va toujours aller jusqu'à cette surface. Donc je mets bien une opération cut pour supprimer la matière. Et là, j'ai mon perçage qui est bien positionné. Maintenant, est-ce que tu te rappelles ce qu'on fait ensuite pour avoir un méplat à l'intérieur de cette pièce, pour avoir une partie plate à l'intérieur de cette pièce? Si je me rappelle, il fallait créer un plan, je crois. Oui, pour pouvoir redessiner, faire un cercle et pour avoir envie de la matière. Oui, exactement. Alors, on va... Ouais, il y a plein de types de plans qu'on pourrait faire. En fait, si on voulait être vraiment rigoureux, on pourrait faire des trucs très compliqués pour avoir une pièce robuste une modélisation robuste qui nous assure qu'on est toujours au bon endroit. Mais bon, là, pour cette partie-là, on ne va pas trop s'embêter. On va juste mettre un offset plane, c'est-à-dire un plan en décalage par rapport au plan sélectionné. On va choisir la base de la pièce, quelques millimètres, bon, 10 cm c'est pas mal, 10 mm, pardon. Maintenant, je vais de nouveau construire un sketch là-dessus. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous détecte les géométries qui sont incluses dans ce plan. Donc on ne va pas avoir besoin d'utiliser la projection. Alors je vais juste refaire un cercle un peu plus grand là. Au quoique on va faire un hexagone. Pour pouvoir placer un boulon. On va mettre 6 côtés et on va mettre une valeur de je sais plus, 5. Ah, alors, il est bleu, il n'est pas entièrement contraint. Ça, c'est parce que on peut encore le faire pivoter. Pourtant, le centre est bien placé. Une horizontalité. Oui. Alors, c'est comme on peut le faire. Ça n'a absolument aucune importance. On peut le mettre comme ça. Ouais, bon, très bien. Donc là, mon sketch est entièrement contraint, très bien, ça me convient. Et cette fois, on va juste récupérer la matière qui est là et l'extruder pour laisser place au boulon. Donc là, je vais cliquer quelques secondes là-dessus. Voilà, c'est cette étape-là où j'avais eu du mal. Enfin, j'ai pris un peu de temps, plus de temps. Ok. Alors ça, c'est... Ouais, bon, c'est une subtilité, donc... Là, en fait, ce que je veux, c'est surtout pas sélectionner ça, parce que si je fais ça, là, j'extrude cette partie-là, donc c'est pas ce que je cherche à faire. Ce que je veux, c'est sélectionner une partie en dessous. Donc, pour ça, je mets ma souris, je me mets bien au-dessus de la géométrie que je veux sélectionner, et là, je reste appuyé 2 secondes. Ça fait apparaître ce petit panneau qui permet de sélectionner les parties en dessous.
En l'occurrence, c'est ce profile qui m'intéresse. Et là, j'extrude. Et bien sûr, le type d'extrusion, ça va être cut. On peut faire pareil ici que tout à l'heure et aller to object et s'arrêter jusqu'à cette face-là. Très bien. Maintenant, on peut dire que cette partie-là est terminée. Ou pas? J'ai oublié quelque chose. Je crois pas, non. Ça me semble pas trop mal. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est copier ce composant. Revenir en haut de l'arborescence et là faire paste new. En faisant paste new, je crée une copie qui pourrait être différente de l'original, que je pourrais modifier sans modifier l'original. Comment je vais faire pour la placer? Je peux la faire pivoter comme ça. Ah bien, ça. 1980, là, ça ira. Bon, ok, on va dire que ça me va comme ça. Et ce qu'on remarque, c'est que on a un deuxième composant qui est... Donc là, il est transparent. Enfin, on voit bien qu'il est un petit peu inaccessible. Donc ça, c'est parce qu'il n'est pas sélectionné. Et donc dans mon arborescence, si je veux tout sélectionner, je reviens là. Là, j'ai tout. Et si je veux m'occuper uniquement de cette lunette, je vais activer ce composant. Activate component. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que là, j'ai accès à l'historique de tout ce composant, qui est la copie de l'historique du composant précédent, et qui n'est pas mélangé avec le reste de tout. D'accord? En fait, à partir de là, c'est la construction du deuxième composant. Donc, ce qu'il y a de génial maintenant, c'est que je peux modifier librement ce deuxième composant, sans impacter quoi que ce soit du reste de la modélisation, et en ayant toujours mon historique bien rangé. Donc là, je peux revenir à une valeur que j'ai changée au début, que j'ai choisie au début, et je peux la modifier. Donc là, la logique de composants commence à devenir intéressante. On va revenir à l'assemblage général pour passer en mode, assemblage. Donc là, je vais juste assembler en utilisant un joint et en choisissant les bons endroits que je veux rassembler. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié avant de commencer à assembler? C'est pas les vis et les écrous? Enfin, ouais, c'est ça, la vis et l'écrou. Non, je parle d'un truc, une fonction à utiliser avant de commencer à faire l'assemblage, pour ne pas se perdre. C'est pas fixer une des deux parties? C'est ça, on va choisir une partie qui va nous servir de point de repère, de base. Et pour ça, on va du coup aller sur un des composants et cliquer droit dessus. Et ground. Une fois qu'on aura fait ça, le composant sera marqué d'une petite punaise qui indique qu'il ne va plus jamais bouger. Donc si je clique dessus et que je le déplace, on voit qu'il ne bouge plus. Là, si je déplace ça bouge. Donc c'est pas très grave s'il se promène comme ça, parce qu'on va maintenant lui demander de venir se coller à l'autre. Donc assemble joint. Là, je vais choisir le milieu. Alors la technique là, c'est de rester appuyé sur CTRL pour que mon point de repère se place automatiquement au point qui m'intéresse. Alors je peux choisir le milieu, mais je peux choisir aussi ça, hein, ça n'a aucun... c'est pas gênant. Le milieu c'est... Bon, je fais le milieu. Et on va demander à ce que le milieu de cette pièce de la lunette 2 soit collé exactement au milieu de la pièce 1. Et là on la voit se déplacer et elle se place exactement au bon endroit.
Alors, dans certains cas, le logiciel ne peut pas comprendre dans quel sens il veut qu'on crée ce- cette jonction. Et dans ce cas, il faut utiliser l'outil flip. Ce qui fait que le collage, entre guillemets, se fait de l'autre côté. Donc là, en fait, quand j'active flip, ça fait que la pièce 2 se met exactement au même endroit que la pièce 1. Donc là, en l'occurrence, c'est l'inverse qu'on veut. Mais ça peut arriver d'être très utile. Enfin, on peut avoir besoin de flip pour placer correctement un assemblage. Donc là, il faut quand même modifier quelque chose dans ce schéma-là. Et d'ailleurs, ça va être très facile parce que maintenant qu'on a accès à l'historique de ce deuxième component, donc là j'active le deuxième component, ça va être de transformer cet hexagone en un cercle. Parce qu'on va mettre la tête du boulon avec un washer, avec une rondelle. Donc là, je vais edit le sketch. Et on va simplement changer la géométrie. On va mettre 6. Non, 12. Et celle-là, on va la supprimer. Alors là, il va me dire, attention, j'ai perdu la référence qui me permet de faire l'extrusion du polygone. Mais c'est normal parce que je veux que ce soit un cercle. Donc ce qu'on va lui dire ici, c'est normal en fait que ça se mette en alerte parce qu'on a changé la référence. Ce que je cherche à faire maintenant, c'est de dire que la référence de ce... En fait, ce qui sert de profil pour extrusion de cette fonctionnalité-là, de cette feature, ce n'est plus l'hexagone, mais c'est le cercle. Donc du coup, en éditant cette partie-là, il me dit OK, missing profiles, je vais lui redonner un profile, et cette fois c'est le cercle. Et on va faire OK. Et voilà. Et oui, d'accord, oui, parce qu'il regardait ce qui se passait dans le premier composant, mais la modification se fait bien sur le deuxième. OK. Maintenant, ajoutons juste les écrous boulons, tu te rappelles de ça? Comment on fait? Sur Insert, je crois. Pour insérer les boulons et la vis. Oui. Oui, c'est Insert, je crois, et après... Non, alors après, il y a ça. Mastercard Component. Insert Mac Mastercard Component. Alors ça, il faut juste retenir, c'est le roi Merlin à l'américain. Donc, en principe, tout ce qu'on trouve là-dedans, on trouve la même chose. Enfin, l'équivalent dans les magasins de quincaillerie, enfin dans les quincailleries en France. Donc on va chercher un boulon. Alors, nous, on ne va pas s'intéresser au système impérial, on va utiliser le métrique. Dans certains cas, les pièces qu'on va modéliser sont américaines et ça peut être intéressant de passer en mode inch. Alors, le perçage qu'on a au milieu, il fait du 6, il est de 7 mm, donc on va prendre du M6 pour être sûr que ça rentre. Je rappelle que là, en fait, la pièce qu'on dessine, elle sera en ABS. Donc, inutile de visser du métal dans de l'ABS. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Enfin, il y a des gens qui le font, mais pour moi, c'est pas un bon assemblage. Alors, donc ce qui va permettre de maintenir les deux pièces ensemble, c'est le système de boulons et d'écrous. Donc je sélectionne cette vis là, on va dire que 25 cm, 30 mm, ça va suffire.
Alors, ce qu'il y a d'important à retenir ici, c'est le type de fichier qu'on va importer. Je crois que je t'en ai parlé rapidement des formats de fichiers. Donc SolidWorks, c'est un format natif de SolidWorks. Donc si on utilisait SolidWorks, on pourrait directement les importer. En l'occurrence, on utilise autre chose. Donc on va utiliser un format standard qui est le format STEP. Pour la petite histoire, à un moment donné, en fait, le format STEP, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de conserver la modélisation paramétrique. Donc on n'est pas du tout dans un système de mesh, de maillage. On peut du coup communiquer avec d'autres logiciels de modélisation 3D grâce au STEP. La petite histoire, c'est qu'à un moment donné, l'équipe commerciale de Fusion 360 s'est posé la question de comment faire payer les amateurs. Et donc ils se sont dit qu'ils allaient rendre certaines fonctionnalités payantes, notamment l'export au format STEP. Et en fait, la communauté a tellement hurlé de mécontentement qu'ils sont revenus en arrière, ils ont dit « Ah ok, non, désolé, c'est bon, on vous remet la fonctionnalité. » Donc, voilà, c'est tout ça juste pour dire que le format STEP, ça va souvent nous être utile. Ok, donc là, ça s'est importé, on va juste... on va placer ça, on va laisser ça comme ça. Et... enfin, je ne vais pas la déplacer. Je vais juste utiliser un joint avec le raccourci J. Je suis bien en haut de l'arborescence, je suis en train de manipuler des composants. Donc, bien. Et là, donc toujours pareil, je me place le long de la surface plate de la tête de vis interne et j'appuie sur CTRL et automatiquement mon curseur va se placer sur les points de repère qu'il trouve les plus logiques. Et il y en a un qui nous intéresse, nous, c'est le centre. Et on va placer ça ici. Ok. Ok. Très bien. Voilà. Maintenant, on va rajouter ici puis on va prendre du... Alors tu vois, c'est par rapport à ce que je te disais sur pour le tu vois, il y a juste des boulons, quoi. Il y en a vraiment Ouais. D'ailleurs, même pour cette pièce-là, ça pourrait être... Bon, on va mettre un boulon normal. Alors, il y a aussi des boulons, ça c'est des lock nuts, des boulons qui permettent de anti-desserrage, vraiment forcé pour les desserrer. Même des vibrations et tout. Bon, on va mettre du stainless steel. Bon, alors, tu vas me dire, tout ça c'était quoi le niveau de difficulté de ça? Du Camalo, ça allait en fait, j'avais pas, à part le souci que là je t'avais dit, la profile.
Sinon, ça allait assez vite, j'ai pas rencontré de problème, si je m'en souviens bien. Moi, ça allait. Alors, moi, ce qui m'intéresse avec le Kamalou, c'est pas forcément que ce soit difficile, c'est qu'il permet de couvrir un certain nombre de fonctionnalités. Oui. Par exemple, ici, on le voit bien, il vient d'indiquer ici une interférence. Je sélectionne différent, je prends là, je regarde, et c'est exactement au bon endroit. Alors, ah ouais, non, en fait, c'est exactement de la bonne taille. C'est juste que les, parois du boulon sont exactement au même endroit que les parois Ouais. endroit pour le boulon. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible de construire cette pièce dans la réalité? Bah, si c'est les mêmes tailles, ça va coincer, logiquement. Alors après, il y a une astuce, c'est que comme on imprime en 3D, on peut, après coup, on peut chauffer le boulon avec un briquet ou une flamme et enfoncer dans la pièce, ce qui va légèrement Ouais. fondre la pièce. C'est du thermoplastique, donc c'est fait pour être sensible à la chaleur. Mais bon, ça complique beaucoup le montage, donc ce qu'on peut faire, c'est revenir à la on pourrait faire comme on a vu tout la dernière fois, rajouter des fonctions, et on avait plus 0,2. Ouais, là, du coup, Alors par contre, il est possible en fait de trouver des interférences entre, je pense que si on prend toutes les pièces, si je fais escape interférence, je sélectionne tout, je compute mon avis, je vais avoir des interférences. Voilà. Bon, en fait, les interférences qu'il détecte, c'est pas grave. C'est juste que l'alignement du boulon. En fait, il faudrait s'amuser à tourner le boulon jusqu'à qu'il ne détecte plus d'interférence entre le boulon et l'écrou. Le truc, c'est que dans la réalité, ça va jamais poser problème. C'est pas une interférence dans la réalité, en fait, on va juste venir à la main et visser le truc. ouais. Là, dans le logiciel, il se trouve que n'est pas aligné. Et ça, c'est acceptable. Alors, maintenant, je continue. Hein. Là, on a terminé donc pour le Kamalou. Alors, on pourrait rajouter ici, alors idéalement, hein, pour une construction mécanique qui est un peu plus robuste, il faudrait mettre une rondelle en dessous de cette vis. Bon, Ouais. c'est pas très grave. Pour éviter d'abîmer la pièce, c'est ça? Ouais, pour que le, la surface d'appui soit plus large et que ce soit donc la rondelle qui appuie sur la lunette et, et d'éviter d'avoir le phénomène de friction quand on visse. Voilà. Alors maintenant,
on va découvrir un peu une autre partie, c'est la partie animation. Donc pour le coup, c'est assez rare qu'on ait besoin de s'en servir, mais tu vas voir que pour... enfin, il faut connaître, voilà, il faut connaître, il faut connaître. Donc on va ouvrir un nouvel environnement là, et on va du coup insérer tout ce qu'on voit là. Et tu vois, là je suis en train de me déplacer, et j'ai déjà créé quelque chose en fait. Et c'est ce que je crée, c'est dans la timeline. Donc par défaut, il se met à quoi, une seconde. Donc il a considéré qu'en une seconde, je voulais montrer un mouvement comme ça, avec la caméra. Donc ça c'est le début du mouvement, ça c'est la fin du mouvement. Maintenant si je déplace ça, ça va faire une animation plus lente. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que je peux déplacer les éléments et montrer une vue éclatée de tous les composants. Donc si je prends ça, que je le move, on va le déplacer dans cette direction. Et je fais OK. Et bien là, on va voir que dans la timeline, il y a un mouvement qui se rajoute. Donc, par exemple, si je fais play, alors je vais revenir au début. Si je fais play, voilà, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Et c'est marrant parce que ça fait tout de suite des choses un peu impressionnantes, quoi. Comme si on avait fait un truc incroyable, alors que bon, c'est juste une vis, quoi. Et donc les mouvements de caméra, c'est pas mal. On peut enchaîner des mouvements de caméra pour leur faire des choses différentes. J'ai pas vu comment tu lances l'enregistrement. En fait, tout se passe au moment où ce curseur est placé. C'est-à-dire que Ah, ok. euh, si je suis là et que je fais quelque chose d'autre, par exemple que je prends ça et que... Alors là déjà je viens de faire un mouvement de caméra, donc il l'a enregistré, je pourrais le supprimer, hein. Je pourrais dire que je veux pas que ça bouge, mais du coup il faut bien que je me place quelque part pour modifier quelque chose. Donc je prends ça et je le tire par là, par exemple. Je fais OK, et il m'a créé un mouvement. Alors on pourrait dire que je supprime ce mouvement de caméra, et on va voir ce qui se passe là. Voilà, il faut avoir le cœur solide, hein. Je veux Ok. dire, faut avoir la note. Alors, mes mouvements de caméra, ils sont un peu violents. Donc, ce que je vais faire, c'est un truc un peu plus soft. Là, je vais raccourcir ça. Ça, on va juste faire un mouvement de recul. Donc, on va faire un grand mouvement de caméra dans toute la séquence. Et on va... Bon, ces deux éléments, on va les déplacer en même temps. Celui-là, on va le modifier un peu. On va juste le tirer un peu plus. Hop. Maintenant, je vais me placer un peu plus. Bon, je peux me mettre ici et on va prendre ça et on va les modifier. On va les écarter aussi un petit peu. Comme ça. Et ça, un petit peu plus comme ça. Ok, donc là, je viens de créer deux mouvements en même temps. Le mouvement de caméra, on va quand même faire quelque chose qui, au moins, permet de voir en entier. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'elle me fait cette caméra? Qu'est-ce qu'elle me fait la caméra? On remarque que c'est pas trop mal comme ça. C'est pas trop mal comme ça. Ok, donc on va dire que ça me va. Je vais juste raccourcir ça parce que ça n'a aucun intérêt que ça dure aussi longtemps. Bon, et là, en fait, c'est un petit peu... on retrouve les outils de montage de cinéma, quoi. Ouais. C'est vraiment... c'est comme un... Je sais pas si tu as déjà utilisé des logiciels de montage vidéo, c'est exactement le même principe.
Enfin, je vois à quoi ça ressemble, mais j'ai jamais utilisé. Mais ouais, je vois, c'est à peu près le même genre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être allonger le mouvement. Hein, ça, caméra, hop, on va l'allonger jusqu'ici. Et il ne veut pas. Ah, j'ai mes limites. Là. C'est ok, j'ai l'impression qu'il faut que je supprime ça. Ok, je le passe là. Bon, je sais pas trop ce qu'il m'a fait avec la caméra. Ok. Bon, voilà, très bien. On a une vue vraiment à 100, à 360 degrés de tout, de tout l'assemblage. Donc l'intérêt de ça maintenant, c'est, ok d'accord, bon, on fait une petite animation, on fait bouger les choses, ça donne un peu de vie à notre design. L'intérêt en fait, c'est surtout de pouvoir positionner une vue éclatée. Et à partir de cette vue éclatée, on va pouvoir faire entrer dans un autre environnement qui est l'environnement de dessin, dessin technique. Et ça, donc, on va pouvoir créer un dessin à partir soit du design, soit de l'animation. Donc là, l'intérêt de te montrer l'animation, c'est de pouvoir construire un dessin à partir de l'animation. La plupart du temps, on n'aura pas besoin d'aller faire une animation. Là, l'intérêt, en fait, c'est un peu comme le. Je sais pas si tu as déjà monté un meuble Ikea. On a en gros des vues comme ça. C'est à peu près le même principe. Donc en fait, quand tu as un manuel qui te dit, bah voilà, la vis elle va là, le boulon il va là, le truc C'est ça va oui, comme c'est ça. l'équivalent de mise en plan. Ouais, mise en plan. Je regarde sur Google en même temps. Ouais, d'accord. Ouais, 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 c'est ça. Bon, alors maintenant, c'est vraiment, tu peux les positionner comme tu veux pour que l'utilisateur voit au mieux possible comment il doit monter son truc. Dans certains cas, les gens ont besoin de ce dessin technique. Alors, on va créer ça on va créer donc une create a drawing. On va laisser tout par défaut et on va faire OK. Oui, la mise en plan, c'est ça en fait. Parce que de créer un dessin technique. Je pensais que tu parlais de l'animation. Non, non, je parle de mise en plan. Alors, voilà, là, je positionne ma vue, la vue de la fin de mon animation. Euh, dans les options ici, on a un certain nombre de possibilités. On peut choisir de rendre enfin, la visibilité de la pièce, on peut la rendre plus ou moins intéressante. Donc en fait, comme là on est en vue normale, on va rester en mode, on va mettre shaded, voilà, comme si c'était une vue 3D. Donc ça c'est vraiment présentation de la pièce. Ok. Et donc là on a toute la pièce bien propre, bien positionnée. On peut alors revenir sur cette vue. Si je fais ça.
Ah non, non, pardon, c'est l'inverse que je veux faire. 2 sur 1. Je peux changer l'échelle de ma vue. Comme ça, là, waouh, on va voir en entier sur une page A3. Incroyable. Là, on pourrait dire que c'est la première page. Et on va donner des références techniques. Ici, on peut écrire. Quand on double-clique sur le panneau, sur le tableau ici, on va pouvoir modifier les valeurs. Donc, on peut mettre version, on peut mettre département, partage 3D. Non, on va mettre département Hicham. On peut mettre le titre du document, approuvé par le service qualité. Voilà. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en double-cliquant, on peut modifier tous les paramètres de cette page. Ce tableau-là, il est un peu classique pour les dessins techniques. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont besoin de ce tableau. Notamment, par exemple, si on voulait faire fabriquer cette pièce, non pas par une imprimante 3D qui, elle, Par un a besoin usineur, de... ouais. Comment? Là, je dis, enfin, c'est l'usineur qui en a besoin du tableau en bas Oui, droit. oui, tout à fait. Donc on pourrait donner ça à un usineur, un artisan, quelqu'un qui va nous fabriquer la pièce. Il a besoin de tous ces détails-là, hein. Donc on va voir maintenant un peu plus loin comment on donne les détails sur une pièce en particulier. Donc là, je te donne un exemple. Donc je vais juste rajouter une page dans mes dessins techniques. Et on va rajouter une projected view. Alors, attends, on va mettre une base view. Alors, on peut choisir directement l'orientation de la vue. On va mettre au milieu, on va mettre une vue left. Je pense que ça devrait être bon. Ah non. Hop. Ah voilà, ça me plaît. Donc là, à partir de là, on va pouvoir donner toutes les indications qu'on veut. Ok. Projected View, ça aurait été bien aussi. Donc, si je clique sur Projected View et que je clique sur ma vue de base, je peux maintenant montrer différents types d'affichage dans tous les sens. Bon, là, j'en mets un peu beaucoup, là. Ok, donc là, ça me convient comme ça. Par contre, ça n'a aucun intérêt de montrer l'ensemble de l'assemblage à chaque fois. Là, ça va plutôt porter à confusion. En fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ici ce que je ne veux pas voir apparaître. Et on va garder une seule pièce. En imaginant que l'objectif, c'est qu'une personne puisse la refabriquer. Pour ça, il va falloir donc que je lui donne des mesures. Et de la même manière que dans les sketchs, on va utiliser l'outil Dimension qui est là. Et pour la plupart des mesures, ça va être juste comme ça, d'un point à un point. Okay, là, on a une valeur de 50. Là, on a une hauteur de 40. Et on positionne ça de manière tout à fait classique. En revanche, par contre, je me dis que ça devrait être important d'avoir la vue du bas. Ah bah on va créer une autre vue comme ça. Ah, quoique, non, c'est celle-là en fait. Non, ça c'est la vue du dessus. Ouais, bon, idéalement, il faudrait créer une autre vue. Ce que je voulais te montrer, c'est les différents outils pour indiquer les dimensions, notamment l'outil Linear Dimension. Parce que la difficulté, c'est que si le moment où je vais vouloir donner une dimension ici entre le cercle au milieu et ça, bon, ok, là ça marche. Mais si je veux sélectionner la tangente du cercle, c'est
c'est très difficile. Donc pour ça, je vais utiliser un outil Dimension, Linear Dimension. Et avec ça, je peux prendre le côté du cercle et sélectionner une autre géométrie. Ce qui me donne la possibilité de mettre des dimensions sur un axe et de donner une information un peu plus pratique à la personne qui va recevoir cette info. Par exemple, est-ce que ici ça n'a pas du sens de faire comme ça? Ouais, non, ça n'a aucun sens. Alors on va continuer de mettre des dimensions. Donc là on peut indiquer un rayon. Là aussi on va faire ça. Voilà. Après il y a la possibilité de créer des plans de coupe. Et ça s'appelle des section view. Donc ça c'est ici. Je vais cliquer là-dessus et je vais choisir une vue. Donc là, l'outil est un peu délicat à utiliser. Il faut placer 2 points et les orienter. Donc, je place mon premier point bien au milieu de la pièce. Et en fonction de là où est ma souris, je vais pouvoir choisir l'orientation. Donc là, c'est un peu délicat parce que, tu vois, par exemple, là, si je veux afficher à droite, donc là, je vais terminer. Voilà, c'est là que c'est très important ce qui se passe. Tu vois les 2 flèches qui sont là où il y a marqué A, il y a des flèches qui m'indiquent de quel côté va être la vue de la section, du plan de coupe. Donc si les flèches sont orientées vers la droite, je vais avoir la vue interne de la droite. Si elles sont orientées vers la gauche, je vais avoir la vue de la gauche. Ok ? Donc là, je viens de créer une vue interne de cette pièce. Je vais de nouveau rajouter des dimensions. Par exemple, les dimensions, surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est ça. Donc là, on a les dimensions avec le jeu qui est inclus. Et voilà, donc là, on vient de construire une vue interne. Je viens de me rappeler que dans le premier slide, là, je peux rajouter des choses intéressantes, notamment dans le cas d'un assemblage. Ça va être ici cet outil de tables, c'est des tableaux qu'on peut placer un peu comme on veut. Donc là, je vais le mettre en haut à droite. Et automatiquement, ce tableau va me permettre d'indiquer des informations sur ma pièce. Alors. C'est la nomenclature, ça. Oui. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il reprend automatiquement l'ensemble des informations que j'ai mis sur chacun des composants. Notamment le fait que chacun d'entre eux est en acier. Ce qui finalement ne me convient pas. Parce que je vais imprimer ça en 3D. Donc, je vais revenir à mon dessin initial. Et de la même manière qu'on l'a vu déjà, je vais éditer les matériaux. Donc, clic droit sur un composant, Physical Material. Et là, je vais choisir plastique ABS. Les 2 côtés, je vais le mettre. Je sauvegarde. Et si je retourne ici à mon dessin technique, il va me mettre immédiatement une alerte. Des modifications ont été effectuées sur le dessin de référence. Vous devez mettre à jour ce dessin pour avoir les bonnes références. Donc là, on va juste cliquer ici.
Et tout d'un coup, on a bien les deux parties en ABS et les deux parties en métal. Alors, c'est vrai que si on a le temps, on envoie ça à un client, le client il est super content parce qu'il a exactement toutes les références de son produit. Mm. Ça, c'est beaucoup d'informations qui sont précieuses. Alors après, on peut réattribuer ici les numéros. Comment on fait Renumber. Donc ça, on va dire que ça, c'est 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, il y a des outils pour réattribuer ça. On peut les manipuler pour qu'elles soient plus ou moins bien orientées. Les bulles. Je sais qu'on peut les aligner. Bon, peu importe. Il y a une méthode pour les aligner. Voilà, on peut manipuler tout ça. On peut donner des descriptions à ces composants. Voilà. Donc on a les deux éléments en acier, les deux éléments en plastique. Voilà. Donc là, je pense que c'est très très clair. Voilà, on peut tout recréer. Alors ce qu'il y a d'important ici, c'est que on peut exporter ça maintenant en PDF. On va voir ce que ça donne. Pour information, ceux qui ont une version amateur ne peuvent pas exporter en PDF. Il faut faire des screenshots de ça. Ok. Ok, donc voilà. Ça nous donne un dessin technique vraiment très précis. Je trouve ça plutôt classe. Alors bon, ok, là, ça pourrait être retravaillé évidemment. C'était surtout pour te montrer les différents outils. Idéalement, il faudrait replacer ça correctement, choisir les bonnes vues à montrer, les bonnes dimensions, celles qui sont importantes et tout ça. Mais c'est quand même convaincant comme dessin technique. En tout cas, surtout la page 1. Ok, j'arrête.